Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après 10 années en EHPAD, dont 8 en tant que directeur, je travaille maintenant sur la création d'outils, à la fois logiciels, formation ou matériel, qui permettent aux professionnels de pouvoir réaliser leur mission dans les meilleures conditions. J'ai créé ce podcast pour permettre de partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les différents acteurs du secteur. Bonjour Daphna, merci encore d'avoir accepté de participer à ce podcast dans lequel nous allons parler de la place des services à domicile dans la société. Alors, tu es fondatrice et directrice d'un service à domicile parisien qui s'appelle Logivitae. Au passage, tu es aussi la présidente du Synerpa Domicile. Voilà, on peut dire que pendant le confinement, par rapport, alors pour tout le monde, mais d'autant pour les services à domicile et peut-être aussi encore plus pour les services à domicile de certaines régions et notamment à Paris, c'était plutôt compliqué, même très compliqué. Et ce qui t'a amené à raconter ton aventure, votre aventure avec ton équipe dans un livre qui s'appelle Première ligne. Alors rapidement pour le livre en fait, une petite parenthèse, donc c'est que j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à lire ce livre. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, c'est un scénario hollywoodien. On a le monde qui s'effondre autour de vous, autour de votre équipe, tout s'effondre. En même temps, on peut dire que c'est ce qui s'est passé. Mais en vous accrochant, toi, ton équipe, des bénévoles, même des gens autour de vous, de votre entourage, vous arrivez à vous débrouiller. Et malgré plein de péripéties, vous continuez d'accompagner les personnes qui sont seules chez elles et d'assurer en fait. Quand on lit ça, avec ce scénario hollywoodien, on se dit vraiment, mais voilà, les auxiliaires de vie, les équipes autour, c'est vraiment, vous êtes les héros, quoi, les héros, surtout les héroïnes, en fait, les héroïnes du quotidien. Par contre, dans ton livre, et c'est de ça dont on va parler, le message qu'on perçoit, c'est que, en fait, dans le monde du domicile, qui est un échelon indispensable à l'accompagnement des personnes âgées du grand âge, en fait, on a l'impression que vous êtes complètement négligé par la société. Alors, on va essayer d'aller de creuser un peu ce sujet-là, mais d'abord pour commencer, comment toi et tes équipes vous avez vécu le confinement, au-delà de la galère de l'organisation, de la peur aussi du virus au départ, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui nous arrive. Voilà, en quelques mots en fait, comment ça s'est passé et où vous en êtes aujourd'hui? Bonjour Arnaud, merci beaucoup à toi aussi de me donner ainsi la parole, c'est très chouette. Comment on a vécu le confinement? Effectivement, tu l'as dit, on a eu peur, on a eu très peur. On a été courageux aussi, on a été autant courageux qu'on a eu peur, c'était Ouais, il équivalent. fallait en même temps. Moi, j'ai envie, si je dois dire un mot pour parler de ce moment-là, c'est débrouille. En fait, ça a été la Ouais, débrouille. Voilà, on a été pragmatique. On s'est dit, il faut qu'on fasse ça. Voilà les moyens dont nous disposons pour faire. Quand je dis il faut qu'on fasse ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on lâche. Il y a des gens qui comptent sur nous. Il faut absolument qu'on se rende auprès d'eux. Et voilà les moyens dont on dispose pour le faire. Partant de là, comment on fait? Parce que, voilà, là pour le coup, j'avais un peu l'impression d'être dans Hors Norme, là, le film de Nakache et Toledano. J'avais déjà l'impression de l'être un peu quand j'avais vu le film, mais alors là, vraiment, je ne vais pas dire qu'on était rarement dans les clous, mais en tout cas, on ne pouvait pas appliquer une règle à la lettre. Enfin voilà, on était toujours entre le marteau et l'enclume. À savoir comment on protège au mieux notre personnel, comment on fait en sorte que les gens ne tombent pas malades dans l'équipe alors qu'on n'a pas de masque, qu'on n'a pas ceci, voilà, qu'on ne nous propose pas de taxi, qu'on nous propose pas, voilà, et comment en même temps on permet à des gens de pouvoir se lever, de pouvoir s'habiller, de pouvoir se doucher, de pouvoir manger, d'avoir des courses, un frigo plein, enfin voilà. Donc c'est ça, on était entre le marteau et l'enclume, mais bon, mine de rien, on n'a pas fini ratatiner, quoi. bah ouais, et franchement, déjà un grand coup de chapeau parce que c'est impressionnant. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que l'équipe après l'été, parce qu'on sait que l'été aussi c'est une période un peu compliquée, les remplacements, il faut que les gens souffrent, puissent partir un peu s'ils le peuvent,
Ça, c'est un autre sujet du coup, parce que entre les primes et les salaires, mais déjà au moins souffler l'été, mais il faut en même temps que ça continue de tourner le service. Donc, Ça, vous, ça, vous c'est allez aujourd'hui. la grande, c'est le grand sujet de tous les secteurs qui ont une fonction indispensable auprès des gens. Enfin, moi, j'adorerais diriger un service qu'on ferme au mois d'août. Allez hop, tout le monde part en vacances. Parce que C'est quand même, ça. c'est super. On se dit, bah, on part, on est tranquille. Non, bah, ça, c'est pas évidemment pas la réalité d'un service d'aide à domicile. Ça l'est pas non plus pour les EHPAD, ça l'est pas non plus pour une clinique ou un hôpital. Enfin, voilà. Mm. C'est... Moi, enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui va nous arriver de pire ou de plus, quoi. En fait, je me dis ça tout le Non, temps. mais ouais. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on sortait d'une grève des transports monumentale. Ouais, c'est ça. Déjà, j'avais trouvé que les auxiliaires de vie, elles étaient incroyables. Elles s'étaient levées à 5 heures du mat. Elles avaient marché des fois 1 heure, 2 heures pour arriver à 9 heures chez les gens qu'elles accompagnent. Enfin, on était à déjà mi-janvier, on était déjà rétamés. Bon, les transports repartent. On était quand même aussi inquiets parce que nous, on avait essayé de faire des compensations, de payer la marche à pied des auxiliaires, alors que de l'autre côté, le service n'était pas payé pour ça. Enfin, Bah voilà. oui. Et donc, on essayait de négocier avec le département pour compenser tout ce qu'on avait pu perdre pendant, voilà, pour garder cet équilibre économique qui est très fragile dans nos services. Et on s'était dit, bah, de toute façon, après ça, après ce qu'on a réussi à passer, on est cap de Ouais. tout. Et blanc, il y a un truc Et là, vous avez qui une surgit pandémie. de nulle part, quoi. Effectivement, quand tu parles de scénario hollywoodien, c'est vrai, moi, j'avais l'impression d'être dans les Avengers ou dans, je sais Ouais. pas Non, quoi. mais c'est le Je truc me dis, non, mais on va inimaginable, de toute avoir un façon. bouclier super qui va venir faire un Ouais. truc. Ouais. Pourquoi la technologie, elle n'arrive pas en même temps que, ou les super-héros, elle n'arrive pas en même temps que le scénario, quoi. Ouais, Et c'est bon, clair. bah, il n'y avait pas de super-héros, il n'y avait que des gens ordinaires et courageux, et c'était plutôt pas mal. Et après, on a levé le confinement, et puis on a eu très peur d'une canicule. C'est pour ça que je te dis, ça ne s'arrête jamais. Mm. On se demande qu'est-ce qui va. Puis on s'est dit canicule et peut-être renouvelle vague de confinement. Enfin, Ouais, c'est vrai. voilà. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas un métier qui permet beaucoup la sérénité. Enfin, là, ce n'est pas un secteur. Bon. Voilà. D'autant plus avec les moyens dont on dispose et la façon dont les moyens dont on donne pour accompagner ces professionnels qui font ce boulot-là. Parce que je me dis, elles sont incroyables, quoi. Elles sont incroyables. C'est déjà d'ordinaire des conditions de travail compliquées, des rémunérations qui sont quand même basses. Bon, moi, dans mon service, j'ai cette chance et cette force de pouvoir maintenant proposer des temps pleins et des CDI. Donc Et puis, on a trouvé une astuce maintenant, depuis quelques années, avec la complicité des délégués du personnel pour payer les heures sup qui permettent un peu de mettre du beurre dans les épinards, mais ils sont quand même très, très rares, les services qui peuvent se permettre Mm. voilà, pareil montage. Et voilà, ça reste du coup, quand je te disais la fragilité de la fragilité économique, alors, on n'a pas le droit à un faux pas, sinon on se casse la figure, quoi. C'est ça. Et là, du coup, c'est tout le paradoxe hein, qu'il y a un combat, je pense, pour les fédérations et je pense aussi pour tous les services d'aide à domicile. C'est de dire, voilà, il y a des gens extraordinaires qui se démènent. C'est un peu aussi beaucoup de métiers en fait, de la santé hein, et qui finalement sont, et c'est ce que la crise là a montré, qui ne sont pas valorisés en fait. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une phrase du président de la République qui avait été magique. C'était de dire, et c'était une des premières fois où c'était dit comme ça, que le pays tout entier reposait sur des gens que la société et l'économie reconnaissaient si mal. Et j'ai trouvé Ouais, ça hyper juste, en fait. Myriam El Khomri, elle le rappelle dans la préface du bouquin. Et ouais, c'est tout à fait ça. Et en fait, on se dit, on marche sur la tête parce que finalement, qu'est-ce qui justifie qu'une auxiliaire de vie, elle plafonne pas loin du SMIC, enfin voilà, ou une aide-soignante, et puis que d'autres métiers qui ont beaucoup moins de valeur ajoutée pour la société, pour la solidarité, gagnent un fric fou. Enfin voilà, je me dis, comment on mesure comme ça la valeur et la plus-value pour, pour la société Enfin, il y a un truc complètement décalé, quoi. En tout cas, il est certain que si on payait les gens, enfin, si on payait
les métiers, voilà, à l'utilité qu'ils apportent véritablement auprès des autres, alors peut-être qu'on serait l'un des métiers les plus rémunérés de notre pays, je sais pas. Non, mais carrément, en fait, c'est un vrai sujet philosophique. Alors, euh, c'est une question que je voulais te poser. Pourquoi, en fait, hein? Mais juste pour une petite anecdote, nous, c'est un truc qu'on se dit souvent, enfin, que j'ai souvent entendu dans le Nord, c'est de dire, en fait, ben, si on voulait gagner de l'argent, vaut mieux aller vendre des frites, quoi. Vaut mieux s'ouvrir une baraque à frites parce que voilà, ce sera plus simple, ça payera mieux, ce sera même des fois plus convivial, plus. Mais Oui, en même temps, il y a ce côté, voilà, et c'est vrai. En plus, on peut faire du social en ouvrant une baraque Afrique. Hein. ça peut marcher aussi, hein, Ça ça peut peut marcher marcher. aussi. Hein. On peut faire un Non, truc ça peut solidaire marcher autour de aussi. sa baraque à frites. C'est vrai, on peut tout inventer. C'est vrai. Mais c'est vrai que là, on est vraiment sur, enfin voilà, les termes du médico-social, c'est le maintien de l'autonomie, c'est la santé, c'est la prévention de la santé, c'est l'accompagnement dans les gestes de tous les jours. Enfin, on peut difficilement trouver quelque chose de plus important dans le quotidien. Et du coup, pourquoi en fait, voilà, à domicile, les auxiliaires de vie, pourquoi c'est si peu valorisé en fait? Je crois d'abord qu'il y a une confusion entre ce qu'elles font et le boulot de femme de ménage. Il y a une Ouais, vraie confusion dans la tête des gens tant qu'ils n'ont pas eu affaire véritablement à une auxiliaire de vie et encore que. Euh, alors, je ne minimise pas du tout la mission des femmes de ménage, mais voilà, dans la représentation des gens, ben, on vient, on fait le ménage, on fait les courses, ça ne demande pas de compétences particulières. N'importe qui d'un peu gentil peut le faire et voilà, je crois. Et alors, il y a ça. Il y a aussi que les gens, en fait, quand ils ont la bonne auxiliaire de vie et qu'ils ne mesurent pas tout ce qu'elle fait de ouais, super pour eux, quand elle va anticiper qu'est-ce qu'elle peut anticiper? Elle a un rendez-vous médical que la personne auquel elle n'a pas pensé, quand elle va le dire, là, je vois que quand même au niveau de l'alimentation, ça se passe moins bien qu'avant, je vais peut-être passer le midi. Voilà, quand elle a comme ça tout ça en tête, quand elle continue à faire avec les moyens des gens, et c'est pour ça aussi que on n'est pas des femmes de ménage, parce que par exemple, y compris même quand on vient pour l'entretien courant du domicile, en réalité, il faut qu'on fasse avec les gens pour qu'ils continuent à faire. Et ça, c'est compliqué parce que les gens, ils pensent qu'on vit. Ils disent super, j'ai une femme de ménage, voilà. Bon, bref, donc, mm, nous, on essaye d'apporter le cadre, mais dans la représentation des gens, c'est pas clair du tout. Et puis, tout le travail qui est mené par les services, il n'est pas du tout identifié. C'est-à-dire que l'accompagnement, la transmission, la coordination, les réunions, les échanges qui sont indispensables pour accompagner les personnes à domicile, bah ça, c'est ouais. inexistant. Et à la fois dans la représentation des gens qui n'ont pas encore eu affaire à un service d'aide à domicile, et des fois, j'ai l'impression, pour nos dirigeants et nos financeurs. Enfin, voilà, Mm. pourquoi elles Non, sont c'est clair. invisibles. Je ne sais pas, d'autant qu'il y a un film fabuleux que tous les Français ont adoré. Et certes, ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions de travail que dans la plupart des services d'aide à domicile, mais quand même, ça met en lumière un auxiliaire de vie, c'est Intouchable. Quand on voit Ouais. Intouchable, bon là, on le voit auprès d'une personne handicapée, en situation de handicap, c'est vrai que ce n'est pas la même relation, c'est vrai que ce n'est pas le même travail, mais il n'empêche que la fonction que Omar Sy occupe dans ce film, eh ben, c'est une fonction d'auxiliaire de vie. Ouais, Je trouve que des films comme ça donne vraiment ça envie de manque, faire hein. ce job, quoi. Ouais. Non, je te rejoins, ça manque et c'est vrai qu'en fait, on se réduit à ce qui doit être à certaines tâches en fait, hein. C'est le principe. Souvent, il y a souvent des aides-soignants qui m'ont dit ouais, voilà, moi je changerais bien. Ils disent même c'était super triste de dire moi parfois j'ai parfois un peu honte hein, auprès de mes potes, auprès d'amis, de dire que je travaille en EHPAD parce que je suis aide-soignant en EHPAD parce que autant l'infirmier, ok, infirmier c'est cool, machin, il soigne les gens, que l'aide-soignant c'est en EHPAD en tout cas, la perception, c'est il change les couches. Alors que la réalité, je pense, comme l'auxiliaire de vie, l'aide-soignant, en fait, il apporte déjà du relationnel, il apporte une lueur en fait dans la journée de la personne. Et c'est ce qui se passe dans Intouchable, en fait, hein. On a quelqu'un qui vit pas forcément, ou qui se laisse un peu dépérir. Et en fait, ce qu'il lui fallait, c'était quelqu'un qui le stimule. C'est une relation Ça met humaine, en dans la fait. vie, quoi. C'est un Bah lien de ouais. vie.
c'est clair que c'est la base, c'est super important. Et ouais, en fait, c'est là où il y a un bug, en fait. C'est de se dire que c'est bon, tant qu'on n'y est pas concerné, tant qu'on n'est pas confronté, qu'on ne sache pas ce que c'est, à la rigueur, ok. Mais c'est vrai, ce qui paraît quand même incompréhensible, c'est de se dire pourquoi si peu de moyens, pourquoi faire fonctionner les services, parfois les établissements un peu sur les rotules, et de se dire mais comment faire voilà comment faire quelque chose de vraiment bien euh, en y allant avec le minimum de moyens, quoi. Et après, quand même, il est bon quand même de rappeler qu'on a la chance, malgré toutes les remarques et améliorations qu'on pourrait apporter au dispositif qui existe, il y a peu de pays qui ont mis en place un dispositif à pas et qui permettent un financement, certes insuffisant, mais un financement quand même qui a permis de solvabiliser un bon nombre de gens qui, Ouais, sans cette politique sociale, n'auraient accès à rien. Donc, il y a quand même eu des beaux efforts de fait. Et ça... Après, moi, je pense que le problème aussi, c'est la perception du travail à l'heure de nos services. Ils veulent nous payer à ouais, l'heure, alors qu'en réalité, en réalité le travail en face à face qui nous rémunère, c'est juste l'aboutissement de tout le travail en amont et en aval de quelque chose d'invisible et qui n'est pas rémunéré et qui met les services en difficulté. ouais, je comprends. Mais à mon Euh, avis, il y aurait des choses à faire. Bon, certes, ça nécessiterait des financements, mais on pourrait optimiser aussi déjà beaucoup et utiliser différemment les budgets alloués pour faire mieux. Enfin, voilà, c'est mon côté pragmatique de faire avec les moyens du bord. Hein. ouais, ça marche sur l'organisation. Euh, Alors là, du coup, c'est bien, je pense, c'est bien aussi de dire quand il y a des choses qui sont bien et de pouvoir aussi se comparer par rapport à d'autres fonctionnements d'autres pays. Je suis carrément d'accord avec ça. Alors ça va un peu à l'encontre de ma question, mais c'est dans le bouquin, à un moment, tu soulignes des incohérences entre certaines administrations, en fait, qui du coup sont parfois un peu absentes, qui arrivent un peu en retard ou qui parfois sont même en contradiction avec d'autres. Ah non, Est-ce mais que là-dessus, tu peux nous en dire un mot? bah, je pense que tous les services d'aide à domicile de France ont super mal vécu ça. C'est qu'il y Ouais, avait d'un côté un truc super rigide, enfin super rigide. À un moment donné, ils ont sorti une fiche métier qui ne faisait pas la différence entre l'intervention auprès de gens, de personnes malades et l'intervention entre deux personnes pas malades. Parce qu'en réalité, objectivement, le danger, c'était plus quand on se rendait chez les gens, le risque de les rendre malades plutôt que l'inverse. A priori, on pouvait penser que les gens qui étaient confinés, ils n'étaient pas malades. Tu vois ce que je hmm, veux dire? Et en fait, ils ouais, nous ont sorti une fiche métier et ils ont oublié de prendre ça en compte. Et donc, du coup, ils nous ont demandé un truc complètement drastique avec des blouses, avec des masques, avec des gants et tout, alors même qu'on était dans une pénurie. Les choses à ce moment-là, on était au milieu du confinement, donc on avait enfin des masques chirurgicaux, mais on était toujours dans une pénurie de matériel et de protection de pays, là, équipement de ouais, protection individuelle. Donc, du coup, ils nous mettaient dans l'impossibilité, en fait, de faire notre job. Si on les avait ouais, écoutés, en fait, on n'allait plus chez les gens. Et de l'autre côté, il y avait la direction de la cohésion sociale, la direction générale qui disait non, c'est bon. Si vous avez juste un petit masque chirurgical, vous pouvez même aller chez des ouais, gens infectés. Et donc, je me dis, mais comment c'est possible que deux ministères comme ça ne se parlent pas et nous mettent dans une situation pareille? Parce qu'en fait, il aurait suffi que dans leur petite fiche, au niveau de la fiche métier, ils passent bien le distinguo entre intervenir auprès de quelqu'un Covid et intervenir auprès de quelqu'un pas Covid. Et de toute façon, hmm, nous, tu l'as dit tout à l'heure, un peu en off quand on se présentait, mais de toute façon, on était mort de peur. Et l'idée de rendre malades des salariés et d'exposer la vie de nos salariés, moi, ça m'a mis dans un état. Donc, bien évidemment, qu'il n'était pas question d'envoyer une auxiliaire de vie sans protection chez quelqu'un qui était infecté. Parce que au, au, au début de l'histoire, on n'a pas de gens infectés, mais après, les hôpitaux ou les assistantes sociales nous appellent pour nous demander d'intervenir
Bah auprès oui. de gens malades qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés, mais qui sont trop faibles pour rester sans aide et assistance pendant la convalescence. Non, carrément. Et puis là encore, vous aviez un rôle super important au niveau, on va dire, société, mais du collectif dans l'organisation des soins, mais vraiment macro. C'est de se dire qu'à un moment, il faut que les gens puissent aussi sortir de l'hôpital, puisqu'il manque de place à l'hôpital. Et pour qu'ils Ouais. sortent, il faut qu'ils rentrent chez eux. Et pour qu'ils rentrent chez eux, il faut qu'il y ait un relais à domicile, quoi. Et qu'il n'y aille pas aussi, qu'il n'y aille pas pour rien. C'est-à-dire que Ouais, quelqu'un aussi. qui n'aurait pas eu l'accompagnement de l'auxiliaire de vie, il se serait retrouvé en situation de dénutrition, ou il aurait fait une chute, ou je te dis n'importe Ouais, quoi, enfin, tout ce qui peut arriver. Déjà, il aurait été hospitalisé, alors même qu'effectivement, nous devions être la digue de l'hôpital. Et nous c'est l'avons ça. été. Nous Ouais. l'avons été. Non, carrément. Alors, je reviens un tout petit peu sur le livre, mais ça revient aussi à ce que tu dis et quand tu parles de que c'était pas facile d'avoir gardé un peu de sérénité, mais moi enfin voilà, quand on lit, quand on repense à ce qui s'est passé, on se dit mais comment tu tiens en fait, hein, comment vous tenez, mais comment tu gères le truc, tu vois, juste là le principe de se dire, mais en fait j'envoie des gens, j'envoie mon équipe dans des endroits où on sait même pas si c'est pas dangereux pour eux entre ben, ce qui peut leur arriver, ta responsabilité d'employeur, machin et tout, comment tu tiens le coup? Bah, moi, j'ai vraiment décidé de jouer la carte de la transparence complète avec l'équipe, avec les auxiliaires. D'ailleurs, dans le bouquin, tous les mails que tu lis dans le bouquin, c'est les Ouais, vrais mails que j'ai envoyés aux auxiliaires de vie. Et je me suis dit, à aucun moment, il faut que je contraigne quelqu'un. Parce ouais, que je ne sais pas, je sais pas. Il y avait des fois, on se tournait vers moi, on me disait, voilà, on fait comment? ouais, Je me disais, mais en vrai, il se tourne vers moi, mais je ne sais pas plus que. Et donc, je trouve que l'intelligence, elle naît de la réflexion collective et de hmm, faire avec chacun. Et donc, il y a des auxiliaires de vie qui m'ont dit, moi, j'ai trop peur de sortir de chez moi, je ne viendrai pas travailler. Et ben, je comprends. Il y en a d'autres qui m'ont dit, je n'ai pas trouvé de solution d'organisation familiale où j'ai un enfant ou une personne très fragile autour de moi, je ne peux pas venir travailler. OK, pas de problème. Il y en a d'autres qui m'ont dit, moi, je veux bien continuer à travailler pour les gens dont je m'occupe déjà, mais je ne veux pas aller chez des gens voilà. hmm, Il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, il y a des auxiliaires de vie qui m'ont dit, mais moi, vous pouvez compter sur moi pour tout. Voilà. Donc, et moi, j'ai fait avec tout. On a composé, en fait, avec tout ça. Et en fait, tu vois, ça a fonctionné parce qu'en réalité, il y a eu ouais, beaucoup plus d'auxiliaires de vie qui m'ont dit, on ne laissera pas les gens que d'auxiliaires de vie qui étaient contraintes ou empêchées de venir travailler. Et oui, et puis on a aussi promis et on a tenu parole qu'à chaque fois qu'on aurait connaissance de l'infection d'une personne, on prévenait l'auxiliaire de vie. Attention, hmm, on a une suspicion de Covid là, est-ce que vous vous sentez? Soyez très à l'aise de nous dire non, on trouvera d'autres solutions si vous nous dites non. Et donc, on a fait ça. On a fait comme ça. On a fait comme ça. Après, comment on tient, on était aussi sacrément conscients qu'on faisait un truc hyper important, quoi. ouais, Et ça nous a quand même vachement porté. Moi, j'envoyais des messages en disant courage, quand tout ça sera passé, on pourra être fiers de ce qu'on a fait, on n'a pas lâché la population. Et ça, quand même, ça porte, ouais. quoi. Ça porte vraiment. Et moi, alors c'est complètement décalé, hein, mais j'avais en tête une chanson de Goldman. Et c'est marrant parce que je l'ai eu tout le temps en tête pendant toute cette histoire-là. Et je n'ai pas, j'ai pas pensé à écrire ça dans le bouquin. Mais il y a une chanson de Goldman que j'adore qui dit « Et si j'étais née en 17 ?» Et bon, bah, on sait que l'histoire de Ouais. Goldman, son père, c'est un résistant juif enfin, voilà, qui a été très courageux. Et une fois que le truc est passé, tu peux toujours te dire que toi, tu aurais fait ci, toi, tu aurais fait ça. Mais qui tu serais vraiment quand tu as peur pour toi, quand tu as peur pour les autres? Alors, heureusement, loin de moi l'idée de transposer l'occupation, tout ça, à ce qu'on a vécu. Non, Mais en tout cas, ouais, on avait très peur. Ce qui était similaire, c'était ouais. qu'on avait peur et qu'on ne savait pas ce qui allait arriver. Et ben, moi, j'étais quand même vachement contente de voir qu'autour de moi, bah, j'avais plein de gens qui étaient dans le juste, qui étaient voilà, dans le courage, dans la solidarité. J'ai trouvé ça, voilà. En tout cas, voilà, si on était auxiliaire de vie en 2020, on Carrément. peut dire qu'on était là, quoi.
Carrément, carrément. Ça, c'est un truc auquel je pense souvent. Tu vois, moi, j'ai passé beaucoup de temps en EHPAD et souvent, tu vois, j'étais le jeune stagiaire, machin et tout. Ah ouais, mais nous, vous savez, les résidents qui disent ça, nous, on a connu la guerre. Nous, du coup, il y a un truc qu'on a en plus, qu'on sait, qu'on a vécu et tout. Et je pense qu'en vrai, les soignants qui étaient là sur le terrain, bah, pendant longtemps, tu vois, ceux qui vont arriver après, c'est pas un clivage, hein, au contraire, mais voilà, ils auront un truc en plus, en fait. Et, alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'ai perdu mon fil du coup. En tout cas, ils ont raison d'avoir ce truc en plus. Ouais, et c'est carrément mérité. Quelle Ouais. fierté. Et c'est pour ça qu'on avait à ce point besoin de la sortie du président le 4 août. Parce que c'était pas possible, quoi. C'était pas possible qu'il n'y ait pas de mots pour nous. Et ce livre, en fait, faut pas s'y tromper. Hein. Moi, j'ai écrit un livre, pas pour le vendre. Hein. J'ai écrit un livre que pour bon, déjà, témoigner de ce que mon équipe, mais à travers elle, incarner tous les services d'aide à domicile qui se sont retrouvés en pareille situation. Parce que là, c'est l'histoire de mon équipe. Mais en vrai, il y a plein de services d'aide à domicile qui m'ont, enfin, de directeurs, d'encadrants qui m'ont appelé, qui m'ont dit mais c'est super parce qu'en fait, c'est mon histoire. Et c'est vrai, c'est l'histoire du secteur. C'est un bout de l'histoire du secteur. Donc, j'ai écrit ça pour ça et je n'ai écrit aussi ça que pour après venir en témoigner. En fait, moi, je ne suis pas là pour faire la promo de mon livre. Prêtez-le vous, mon livre, m'en fous. Le but, c'est l'éditeur va être dégoûté d'entendre que je dis non. Mais voilà, donc, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter aussi parce que quand même l'éditeur a cru au scénario et voilà, en tout cas à la qualité de ce que je racontais. Mais voilà, l'objectif de tout ça, c'était vraiment de parler des auxiliaires de vie, de parler de leurs services, de parler de la complexité de ce qu'on fait, parce que non, notre boulot, c'est pas juste d'organiser des emplois du temps, d'envoyer une petite dame qui sait faire un peu de ménage et un peu de course, et puis c'est tout. C'est bien plus compliqué. Et les gens qui sont à domicile ne sont pas moins dépendants que des personnes qui sont en EHPAD. Dans la représentation de la population, les gens s'imaginent que quand on est un peu en perte d'autonomie, on est chez soi. Et puis après, on va en EHPAD. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui sont extrêmement en perte d'autonomie, qui ne peuvent plus se lever. D'ailleurs, on a des galères pas possibles avec les clés. On est enfermé dehors, on ne peut pas aider les gens. Enfin, voilà. On a des gens qui sont très désorientés. C'est presque des situations. Alors, après, il y a des situations qu'on peut pas accompagner à domicile. Et heureusement que les EHPAD sont là. Mais avec un bémol, moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on ne puisse pas plus réfléchir à être dans le choix des gens. C'est-à-dire que je trouve que l'EHPAD, c'est quand même un lieu assez fabuleux où on est en lien avec d'autres personnes, il y a une équipe, on n'est pas tout seul et tout ça. Et aujourd'hui, il y a un espèce de basculement où c'est vraiment quand on ne peut plus rester du tout chez soi, qu'on se retrouve en EHPAD alors même que c'est un lieu de vie qui pourrait être choisi pour d'autres raisons. Quoi. Carrément. Et qui devrait être un peu plus anticipé, en fait, pour que ça se passe mieux ou encore mieux, en fait. Parce que c'est toujours une rupture dans le parcours, c'est un déracinement. Et c'est vrai que plus on l'anticipe, il ne faut pas le faire trop tard. Enfin, c'est vrai que c'est un sujet… là encore, ça mériterait peut-être un podcast. Et je te rejoins aussi sur la notion, oui, du domicile qui est avec des profils qui sont de personnes à accompagner qui sont certainement similaires, puisqu'on est sur une logique de maintien à domicile, même parfois coûte que coûte, et à tout prix. Enfin, à tout prix dans le sens, pas du prix, mais vraiment de se dire, jamais il y aura l'EHPAD. Et surtout, moi je trouve c'est ça aussi ce qui fait ce qu'il faut aussi rendre hommage aux auxiliaires de vie, c'est qu'elles sont seules à domicile. En EHPAD, on peut appeler sa collègue, on peut appeler l'infirmier, on peut appeler tout le monde. En fait, il y a du monde. Là, on est seul, quoi. Et ce qui fait véritablement la différence, c'est l'investissement du service. C'est-à-dire que c'est effectivement un boulot où on est seul, où voilà, quand il se passe quelque chose, quelqu'un de désorienté qui va vous filer un coup de canne à domicile, par exemple. Dans un EHPAD, on va pouvoir avoir l'aide de collègues. Là, il va falloir gérer seul. En même temps, l'idée, le fait de pouvoir appeler une équipe à tout moment et de dire voilà ce qui m'arrive, voilà, soutenez-moi, venez au bureau, tout ça,
ça fait partie du travail indispensable qu'il faut mener pour qu'elles puissent continuer à faire correctement leur travail, y compris en étant seules chez les gens. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pendant le Covid, elles étaient seules plus que jamais, parce qu'elles étaient seules chez les gens, elles étaient seules dans les rues, elles étaient seules dans les transports. Et donc là, je me suis dit qu'il faut absolument qu'on mette le paquet. Et moi, depuis longtemps, je fais travailler une naturopathe auprès de mes équipes qui connaît très, très, très bien chacune d'entre elles. Et je lui ai dit, tu les appelles tous les jours. Tu leur demandes qui veut être appelé. Enfin, tu les appelles une fois. Tu leur demandes qui veut être appelé tous les jours, tous les 2 jours. Là. Et tous les jours, tu as un lien avec elles et tu prends soin d'elles. Et donc, elle les a accompagnées sur le stress, sur la perte de sommeil, sur la perte d'appétit. Enfin, voilà, parce que ça a été tout ça pour elle. Hein, et c'est des choses qu'on a mis en place sans en avoir les moyens. Et c'est pourtant un truc qu'il faut absolument penser quand on fait un tel métier pour soutenir ce personnel qui est tellement exposé, tellement exposé. Carrément, ouais, c'est le prendre soin de l'équipe, c'est de se dire que le soignant, il prendra mieux soin de la personne si on prend soin de lui, en fait, s'il est dans les meilleures conditions. Mais c'est sûr, prendre soin de son équipe, qu'elle puisse prendre soin des gens qu'on leur confie, il n'y a que ça qu'on puisse faire, quoi. Ouais, comme valoriser, mais en même temps de se dire que ça évolue, ça avance, mais il y a encore du boulot. Et puis faire entendre aussi ce qu'elles disent, faire avec elles. Ouais. Être conscient que c'est elles qui font et donc c'est elles qui savent et donc elles ont énormément de choses à apporter pour améliorer. Je veux dire, même l'organisation de leur emploi du temps, il faut entendre ce qu'elles ont à dire, le relationnel qu'elles peuvent établir avec telle ou telle personne. Enfin voilà, si une auxiliaire de vie dit moi je ne peux plus retourner chez cette personne-là, il faut l'entendre et il faut accéder à ce qu'elle demande, parce qu'en réalité, c'est des binômes qui se forment et ça ne peut pas aller si quelqu'un est contraint. De la même manière qu'on ne va pas envoyer une auxiliaire de vie chez quelqu'un alors que ce quelqu'un ne veut pas d'elle chez elle, quoi. Ouais, carrément. C'est du bon sens. Pour finir, parce que voilà, on est bavard. sur un timing, et puis ça pourrait durer très longtemps. Mais voilà, donc on parle de réforme, Ségur de la santé, 5e risque et tout ça. Je suis sûr que tu es quelqu'un de super optimiste, mais est-ce que tu y crois? Il faut y croire. Il faut absolument y croire. Donc, moi, j'ai décidé j'y crois. Moi, j'ai décidé d'y croire parce que d'abord, moi, je vois qu'il y a des solutions. Je les perçois, les solutions. Et elles ne sont pas uniquement que financières. S'ils prennent des décisions qui coûtent, certes, et s'ils décident de mettre beaucoup de sous, mais qui prennent les mauvaises décisions, ça va pas pour autant marcher. Donc, moi, déjà, je me concentre enfin, en tout cas, je tends bien l'oreille sur quelles sont leurs pistes. Je fais partie d'une fédération et donc du coup de toutes mes forces avec cette fédé et avec toutes les autres, parce que finalement vraiment les fédés du secteur là, on a quand même beaucoup travaillé ensemble pendant cette crise et je crois que ça a été notre force. Il faut absolument continuer à travailler les uns avec les autres pour faire passer les bonnes décisions à prendre, quoi. Non, mais c'est sûr. Vrai que comme ils nous méconnaissent, c'est plus facile d'appréhender le sanitaire, c'est plus facile d'appréhender même un EHPAD parce que c'est un établissement, c'est des choses, voilà, c'est concret, mais nous, le domicile, ça peut paraître tellement nébuleux, c'est comme une petite fourmilière, quoi. Alors, comprendre les rouages et tout, je leur en veux pas de pas toujours savoir dans quel sens aller, quoi. En tout cas, là, il y a des bonnes volontés d'afficher, donc j'ai envie d'y croire. Ouais, non, mais carrément. Et puis, il y a tout un contexte. Je veux dire, c'est vrai que on a toujours pu sentir que même la santé au sens large, parce que c'est vrai que l'hôpital, finalement, ces dernières années, c'était pas forcément. Enfin, il a aussi un peu souffert de petites coupes de budget et tout ça. C'est vrai que là, il y a eu. C'est un truc que j'aime bien, mais c'est de se dire que de toute façon, la politique, elle va dépendre aussi beaucoup de ce que les gens pensent et de la société.
Et là, je pense que la société, elle a quand même pris on a pris en fait vraiment un bon coup de pied aux fesses en fait, hein, de se dire mince, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut. Et je pense Quelles que sont là, nos cette notion de priorités? santé revient. Et je pense que du coup, sur un programme politique, maintenant, la santé, ça prendra beaucoup plus de place en fait. Comme on voit l'environnement qui prend plus de place, la santé, et du coup, cette santé, mais liée aussi et surtout, enfin, liée au grand âge, euh, sera peut-être voilà, plus représentée. Et c'est comme ça que les choses vont probablement évoluer. Voilà, c'est Ouais, un avis. j'espère. En J'espère, tout hein. cas, là, il y a un plan de relance. Moi, je me dis que ce plan de relance, s'il pouvait prendre en compte, c'était la volonté dans le truc dans le Ouais. plan Ségur, là, enfin pas le plan Ségur, mais voilà, c'était la volonté de revaloriser un peu les salaires des soignants. Hmm. Là, pour les auxiliaires de vie, il faut vraiment repenser leur temps de travail. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de ne les rémunérer que sur leur temps de présence et des petits bouts et des petits bouts de transport. Parce que, Hmm. en vrai, leur boulot, il ne se passe, il ne se joue pas qu'au domicile des gens. Et donc, par exemple, je te dis n'importe quoi, quelqu'un qui travaillerait 35 heures, à qui on déciderait, une auxiliaire de vie, à qui on déciderait de payer 35 heures, parce qu'elle souffre beaucoup d'un temps de travail partiel subi, hein, c'est un gros Ouais. problème dans ce secteur-là, et ben, il faut entendre que sur ces 35 heures, il y aura peut-être, je dis n'importe quoi, 27 heures en présentiel, et puis 3 heures ou 4 heures de temps de déplacement, et puis le reste de transmission et voilà, et il faut accepter de payer des temps où, où elles ne sont pas chez les gens parce que ça fait partie du job, quoi. De la même manière qu'on l'a très très bien intégré dans la convention collective des éducateurs spécialisés. Je te parle de ça parce que c'était Hmm. ma première vie professionnelle. J'étais dans l'éducation. Enfin, j'ai jamais été éducateur spécialisé, mais enfin, bref, peu importe. En tout cas, dans la convention Marche. collective, il est entendu que l'éducateur, il a un temps de face à face avec les jeunes voilà, et avec les enfants. Et puis, il a aussi du temps de réunion, de Hmm. cordeau, de préparation. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intégré pour les auxiliaires de vie, alors qu'en fait, c'est du même ordre. Ouais, il faut avoir une approche plus globale en fait. Et comme souvent maintenant, c'est carrément logique. Bah écoute, Daphné, je te remercie beaucoup pour cet entretien, pour le podcast. Mais c'est moi. En plus, j'ai passé J'encourage un bon tout le moment. monde vraiment à aller jeter au moins un œil à ton livre qui s'appelle Première ligne. Il y a aussi le derrière, c'est vos portes ou nos portes? Derrière C'est vos derrière portes. vos portes. Ouais, parce que ça manque, tu vois, je trouve, tu en as parlé, avant, je voulais intervenir un peu là-dessus, mais c'est de dire, en fait, ouais, ce qui manque, c'est aussi la connaissance et la communication. Et je pense que c'est ce qui pêche un peu en EHPAD et beaucoup à domicile, c'est que tout le monde est finalement pris par son taf, dans le jus, en train de bosser, et que du coup, ben, ce qui se passe autour, on le perçoit pas forcément, et du coup, on le subit. Et on n'est pas bien compris, pas bien connu, et c'est là où ça coince, en fait. Et voilà, et en tout Ouais. cas, voilà, je En tout trouve cas, que c'est vrai que ce besoin d'écrire, il est de là. C'est l'envie de partager ce qu'on vit dans notre jus, des gens qu'on ouais. rencontre. Est-ce que c'est Des- vraiment quoi? Les exemples que tu donnes quand tu expliques, ben voilà, j'ai une personne qui rebooste le moral ou une autre qui va complètement vous péter le moral parce que c'est compliqué et qu'en fait en passant de l'un à l'autre, ben, c'est les montagnes russes émotionnelles, mais voilà et en même temps c'est la vie et c'est ce qui fait aussi, je pense, la richesse de ces métiers et je pense que c'est ça en fait qui motive les auxiliaires. Et heureusement qu'il y a ça parce que Ouais, et puis c'est drôle. En vrai, c'est drôle. Enfin, là, parce que ouais. bon, j'ai parlé que du dur, mais on n'est quand même pas maso. On fait pas ce boulot parce qu'on aime souffrir. On fait ce boulot parce qu'il est quand même super beau de Ouais. sens et de liens. Et en fait, surtout dans le premier bouquin, je me suis régalée à raconter le lien que l'on tisse avec les personnes qu'on accompagne, leur situation. Et d'ailleurs, les gens ont beaucoup ri en lisant le premier livre Hmm. parce qu'il est tout sauf triste et misérable en fait. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec la terre entière pour que les gens aient envie de faire nos métiers, pour qu'on ait de plus en plus de gens bien qui nous rejoignent, qu'on puisse effectivement obtenir des choses pour améliorer à la fois les salaires, à la fois les conditions de travail. Hmm. Voilà, pour que tout le monde s'y retrouve, quoi.
Bon, Ça marche. je pourrais t'en parler toute l'après-midi, Non, mais comme tu l'as dit. On n'a pas un temps infini, mais en tout cas, merci. en tout cas, super programme et merci à toi. Et bonne continuation, bon courage, chapeau aux équipes et bon courage à eux et à toi. Merci à toi. À bientôt. Aussi. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.